Bah écoutez, très heureux de vous recevoir. Donc je vais peut-être rapidement me présenter. Donc Amadou Tidiane Diawara, je suis donc consultant cybersécurité, hein, référent conformité cybersécurité dans une entreprise d'assurance. Donc j'accompagne le client sur ces problématiques de conformité, notamment la conformité au règlement DORA. Et je suis très très heureux d'animer cette 33e session de live audio LinkedIn de 30 minutes organisée par Cybercafé. Donc, pour ceux qui assistent à leur première session, je pense qu'il y a certains qui sont, je crois, à la 33e session, sinon la 20e session avec nous. Donc, pour ceux qui assistent à leur première session, donc Cybercafé, c'est le média qui réunit la communauté de professionnels et de passionnés du numérique donc pour partager, déjà partager et surtout apprendre sur diverses problématiques. Donc, pour cette 33e session, nous sommes très, très heureux de recevoir Vladimir, donc avec qui nous allons évoquer son rapport de 50 pages qu'il a rédigé et publié sur sa plateforme actu.ci. Donc ce rapport qui est à la fois riche de données et d'analyses qu'il fait s'intitule Chantier de la lutte contre la cybercriminalité en Côte d'Ivoire. Donc nous verrons ensemble les réponses de l'État ivoirien face à la cybercriminalité et nous évoquerons ces quelques propositions qu'il fait. Donc au total, il a fait 10 propositions regroupées en 3 axes. Je pense qu'il aura l'occasion d'en reparler. Donc, ce sont des propositions qu'il fait pour renforcer la cybersécurité des organisations publiques et privées en Côte d'Ivoire. Donc, très heureux de vous recevoir. Pour ceux qui nous prennent pour la première fois, donc 33 sessions. Donc, tous les samedis, on se réunit à 9h GMT, 10h heure de Douala et 9h heure d'Abidjan, heure d'Adjamé et Union-Ville pour être plus précis. Donc, très heureux de vous recevoir. On a eu à parler de DevOps, de cloud, de cybersécurité, d'IAM, d'intelligence artificielle. Donc voilà, on a énormément de sessions, on a plusieurs sessions qui arrivent encore et l'objectif c'est d'atteindre les 100 sessions, on espère, très vite. Donc tous les samedis, 30 minutes, précis et concis, avec Vladimir aujourd'hui. Donc Vladimir, je vais te laisser peut-être te présenter avant de tout de suite démarrer, si tu m'entends. Oui, bien sûr, je t'entends très bien. Merci Amadou. Bonjour à tout le monde. C'est un immense plaisir hein, d'être convié à cette 33e session de Cybercafé. C'est vrai que c'est vraiment un petit peu intimidant. En règle générale, on a l'opportunité de faire des conférences de ce type devant un public qu'on voit. Et là, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait autant de personnes connectées. Ça fait énormément plaisir. Pour faire court, je suis Vladimir Amand. Je dirais que je suis un passionné de cybersécurité, un professionnel dans le domaine depuis, on va dire, plus d'une dizaine d'années maintenant. Et je travaille pour le gouvernement ivoirien. Globalement, je suis le chef du CERT, donc le CERT qui est le Centre national de réponse aux incidents de sécurité informatique. Bon, j'ai un parcours quand même qui est assez transversal parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec la police, de travailler dans le CERT, de travailler sur des aspects de politique de cybersécurité, donc la politique nationale de cybersécurité, tout ce qui a trait à la gouvernance de la sécurité. Et là, aujourd'hui, j'ai en charge le CERT national. Donc, mon expérience, elle est vraiment basée sur ces questions-là de développement de politique publique, de renforcement de la cybersécurité et de lutte contre la cybercriminalité, naturellement, vu que j'ai eu la chance d'être parmi les personnes qui ont mis en place donc la plateforme de lutte contre la cybercriminalité en Côte d'Ivoire, qui est un modèle assez unique. Donc, je pense qu'on pourra en parler un peu plus en détail. Donc voilà, globalement, en termes de présentation, naturellement, s'il y a besoin de revenir sur des points, ce sera avec plaisir que je le ferai. D'accord. Bah écoute, merci Vladimir. Donc je rappelle hein, donc le déroulement de la session. Donc, j'aurai des questions à te poser. Ensuite, ceux qui sont intéressés, ceux qui souhaitent apporter des compléments d'information et qui souhaitent poser des questions à notre speaker, vous aurez juste à lever la main pour prendre la parole et poser vos questions. Déjà, pourquoi est-ce que tu as décidé donc je pense qu'on peut se tutoyer, on se connaît, pourquoi est-ce que tu as décidé de rédiger ce rapport et pourquoi ce thème aussi? Alors, ce rapport, il est vraiment l'émanation d'une volonté profonde que j'ai de contribuer à l'édification d'un cyberespace sain et porteur de développement. Parce que moi, en tant que professionnel, je vois le potentiel énorme que le numérique représente pour nos États. Je parle pas seulement de la Côte d'Ivoire, globalement des États africains, des États qui essaient de
de redynamiser un petit peu leur économie et puis tirer leur épingle dans le jeu de la mondialisation. Et la cybercriminalité, disons, le manque de cybersécurité, donc la cyberinsécurité, est vraiment un des gros risques qui pèsent sur nos États. Et malheureusement, de ce que j'ai pu voir, surtout par rapport à l'expérience de la Côte d'Ivoire, c'est qu'on est vraiment sur une approche donc de mettre en place des solutions, de faire fonctionner les choses et puis traiter les problèmes plus tard. Alors que nous, dans le domaine de la sécurité, on considère que il faut, même quand on élabore des politiques publiques, il faut penser sécurité dès l'implémentation. Donc, penser cybersécurité dès l'implémentation, ce qui malheureusement parfois peut faire défaut. Et mon expérience également m'a conduit plus ou moins à élaborer ce rapport-là, qui est du reste pas le premier, parce que j'en avais écrit un il y a quelques années, je crois il y a très longtemps, je pense en 2009, 2010. J'ai ensuite écrit un livre qui avait été publié gratuitement. Puis bon, à la faveur de certains événements, certaines plateformes l'ont récupéré, l'ont mis en vente, donc sur les plateformes, mais à la base, moi, c'est un travail qui était gratuit. L'idée, c'est vraiment de contribuer, de faire des propositions, d'ouvrir la discussion pour que la question de la cybersécurité globalement et celle de la lutte contre la cybercriminalité ne soit pas cantonnée à juste quelques spécialistes qui vont s'enfermer dans un bureau et puis faire des propositions que tout le monde ne comprend pas forcément. Et donc, je pense qu'il faut démocratiser un petit peu l'accès à l'information, démocratiser aussi le débat pour que tout le monde puisse apporter sa contribution. Parce que là, on ne parle pas de développer un secteur, mais on parle de développer une société de l'information. Donc, développer une société dans laquelle tout le monde est partie prenante. Et voilà le motif principal pour lequel donc j'ai élaboré ce rapport. Et puis, alors, je veux dire que j'étais un petit peu impatient aussi de publier quelque chose parce que moi, j'aime bien écrire, j'aime bien partager des idées. Donc, ça faisait un petit moment que j'avais pas de publication. Donc, j'ai vraiment pris le temps de regarder de manière très transversale tous les acteurs, donc ceux qui sont encore dans l'opérationnel en matière de lutte contre la cybercriminalité. Et voilà, je suis très content des retours que j'ai eus jusque-là. Et pour moi, l'objectif, justement, par rapport à cette session, l'objectif, il est vraiment en phase d'être atteint. Parce que là, on a des retours, on a des échanges, on a des personnes qui le lisent, qui m'ont fait des critiques également, qui ont apporté des idées. Et voilà, pour moi, tout l'intérêt de ce travail. D'accord, ok. Comme je l'ai dit d'entrée, hein, bravo encore pour ce travail et puis pour ces données qui sont super importantes. Donc déjà, je pense qu'on sera très intéressé de retrouver le lien du premier rapport et du livre. Et ma question, c'est, donc j'ai eu le temps aussi effectivement de préparer cet échange et de lire le rapport. Tu parles de grandes catégories d'infractions donc qu'on retrouve dans le cadre juridique ivoirien. Donc quelles sont ces trois grandes catégories d'infractions qu'on retrouve dans le cadre Bah, ben, juridique ivoirien? alors, dans le cadre juridique ivoirien, peut-être avant d'aller plus en détail sur cette question, donc le cadre juridique ivoirien a été mis à niveau autour de 2013. Donc, avant ça, on avait un cadre juridique qui était complètement muet sur la question. Naturellement, on avait ce champ-là qui était un petit peu nouveau pour nous. On va le dire ici parce que le seul texte qui parlait un petit peu de technologie, c'était le Code des télécommunications. Donc vraiment un ancien code qui datait de 1995. Donc hormis ce code-là, on n'avait nulle part dans le cadre juridique ivoirien des dispositions relatives aux technologies, aux telcos ou alors à la cyber, à Internet globalement. Donc ce n'est qu'en 2013 qu'il y a eu cette mise à jour là du cadre juridique. Ce cadre juridique justement, il s'est appuyé énormément sur des cadres juridiques qui étaient un peu plus avancés, notamment ceux des pays d'Europe, donc qui avaient déjà la Convention de Budapest. Et nous, on a justement essayé de faire en sorte que notre cadre juridique soit aligné globalement sur les standards internationaux. Donc, pour revenir à la question, on va distinguer globalement trois catégories. Donc, on a tout ce qui a trait aux infractions spécifiques au TIC. Donc, ce sont des infractions qui n'auraient simplement pas pu exister s'il n'y avait pas de TIC. Je prends l'exemple très simple d'un ransomware. Donc, si on n'a pas Internet, si on n'a pas de périphérie TIC, si on n'a pas du numérique, il n'y a pas de ransomware. Donc, justement, toute cette catégorie d'infractions, la nouvelle, donc des logiciels malveillants, le phishing et tout le reste, vont être constitutifs de cette première catégorie qui est les infractions spécifiques au TIC. Ensuite, on a des infractions qui sont classiques, mais qui sont aujourd'hui favorisées par l'usage des TIC, c'est notamment l'escroquerie. Donc, dans le code pénal ivoirien, donc on a un article spécifique sur
sur l'escroquerie. Donc, c'est vraiment des choses qui existent depuis. Et là, aujourd'hui, le potentiel destructeur de ces infractions-là, de ce type d'infractions, est démultiplié avec l'usage du numérique. Donc, ça, c'est vraiment la seconde catégorie. Donc, là-dedans, on mettra vraiment tout ce qui a trait aux infractions classiques, comme je l'ai dit, les menaces de mort, le chantage, la diffamation via les réseaux, via le numérique, etc. Et puis, nous avons une dernière catégorie, on va dire ainsi, qui a trait à tout ce qui est lié au contenu. Donc, ouais, on pourrait la mettre dans la seconde catégorie, mais je pense que le législateur, il aurait fait le choix un petit peu de dissocier donc cette catégorie-là vraiment de manière fonctionnelle. Sinon, fondamentalement, elle pourrait être inclue dans la seconde catégorie. C'est vraiment tout ce qui a trait à la protection des données, de la propriété intellectuelle. Bon, c'est un champ qui est assez important. Donc, il y a une certaine séparation qui est faite par rapport à ce type d'infraction. Et voilà, pour terminer sur la question, donc on a un cadre juridique également qui est extrêmement sévère. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément su, dans la mesure où le législateur a apporté un changement de fond. Enfin, moi, je suis pas un très grand spécialiste du droit international sur ces questions ou alors du droit pénal dans tous les autres pays. Mais on a aujourd'hui, dans le cadre légal ivoirien, des infractions qui sont reprimées comme des crimes, mais qui sont catégorisées comme des délits. Donc, juste pour information, on a une stratification en 3 étages. On a des contraventions, on a les délits et on a les crimes. C'est vraiment le niveau le plus haut. Mais là, dans le code, dans la loi relative à la cybercriminalité, on a des infractions qui sont punies comme des crimes, mais qui sont classées en délit. C'est justement une des volontés clairement affichées du législateur ivoirien d'apporter des réponses fermes aux problèmes que pose la cybercriminalité. D'accord, d'accord. Bah écoute, merci pour ces précisions. Je crois que c'est très clair. Merci. Donc pour revenir peut-être aux origines de la cybercriminalité, même si effectivement ça s'explique et ça s'entend, pas que ça s'explique, mais on a tous une petite idée parce qu'effectivement dans le volet origine de la cybercriminalité, tu évoques que donc on parle ici que la cybercriminalité telle que perçue par l'imaginaire collectif en Côte d'Ivoire se résumerait essentiellement aux actes de cyber-escroquerie donc dû au mouvement et au passé de la Côte d'Ivoire. Donc rapidement, j'aimerais que tu reviennes rapidement sur ces origines et les raisons de cette lecture restrictive de la cybercriminalité à la cyberescroquerie. Et surtout, ce qui est important, c'est quelles sont les conséquences dans la politique et le niveau de cybersécurité des organisations publiques et privées aujourd'hui. Alors, en termes d'origine sur de la cybercriminalité en Côte d'Ivoire, on devrait, de mémoire d'agents terrain, on devrait remonter autour des années 99, parce que les premiers retours que nous avons eus sur des infractions qui employaient des moyens nouveaux. Donc, quand je dis moyens nouveaux, à cette époque-là, même le distributeur automatique de banque, c'était quelque chose d'assez nouveau. Donc, les moyens, les infractions de ce type-là qui touchaient ces moyens nouveaux-là sont apparus autour de 1999, on va le dire comme ça, relativement. Mais pour faire un dessin assez synthétisé de la question, donc depuis 1998, autour de ça, on avait déjà une cybercriminalité qui était bien installée donc dans certains pays voisins, notamment le Nigeria. Et pour preuve, les rapports et toute l'inquiétude que cela suscitait aux États-Unis, justement parce que une grande partie de la cybercriminalité qui touchait les citoyens ou les entreprises aux États-Unis avait pour origine le Nigeria voisin, naturellement, et donc les États-Unis d'Amérique ont vraiment poussé, parce que même à cette période, pour vous donner un exemple, c'est qu'à cette période, il y avait un bureau donc du FBI qui a été installé au Nigeria, justement pour apporter une réponse opérationnelle aux questions liées à la cyber escroquerie, donc ce qu'on appelait le scam 419, donc, en référence à l'article de loi dans la nigérien qui traitait de cette question. Donc justement, toutes les mesures qui ont été mises en place à ce moment-là pour apporter des réponses opérationnelles ont rendu le Nigeria un terrain un peu moins favorable pour les cyber escrocs. Voilà. Et ces cyber escrocs-là ont eu un mouvement qui est assez logique, hein. Qu'on peut le voir, les spécialistes de la sécurité savent que la criminalité ne disparaît pas, mais elle va changer de forme, justement en fonction des réponses et des obstacles qui seront mis sur la route des fraudeurs. Donc, tout le flot de cyber-escrocs globalement qui était du Nigeria, avec toutes les mesures de répression qui ont été mises en place, ont commencé à migrer progressivement vers des pays qui étaient un peu plus ouverts. Et donc, naturellement, en termes de proximité, le Ghana offrait plus de proximité en termes de langue et tout le reste.
Donc, à cette époque-là, donc, les institutions américaines considéraient que dans le top 10 des pays les plus dangereux, entre griffes, en matière de cybercriminalité, il y avait deux pays africains. C'était le Nigeria et le Ghana. Donc, aussi simple que ça. Donc, et après, naturellement, ces pays, dans la même mouvance, le Ghana a mis des mesures en place pour apporter quand même des éléments de réponse. Et naturellement, il fallait trouver de nouveaux terrains. On est vraiment dans une dimension, la cybercriminalité en soi a vraiment une dimension d'économie de marché. Donc, on va rechercher des marchés qui sont porteurs, qui ont les bonnes valeurs, qui ont les bons indicateurs, et puis naturellement faire prospérer son activité. Et donc, malheureusement, à la faveur donc de la crise de toutes les tensions socio-politiques qu'a connu notre pays, il y a eu une sorte d'anomie généralisée, donc vraiment un affaiblissement du pouvoir de l'État. Donc, je vous rappelle qu'en Côte d'Ivoire, on avait un pays coupé en deux, donc le nord occupé par une frange donc des antagonistes et le sud occupé par le gouvernement qui était légalement donc installé à cette période. Donc justement, cette situation donc d'anomie généralisée a créé une sorte d'affaiblissement des contrôles au niveau des frontières. Donc il y avait une grande interpénétration. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, à ce moment-là où on était en guerre, c'est vraiment à ce moment où on a eu le plus d'immigration. Donc il y a vraiment un flux très important. Et dans ce flux important de population qui venait chercher un mieux-être sur le territoire, il y a eu naturellement une grande quantité de cybercriminels qui se sont mêlés au flux. Et ça, par phénomène d'acculturation, donc d'intégration, on a eu les premiers actes de cybercriminalité. Et on peut le voir, pour ceux qui regardaient ces questions-là dès le départ, les premières escroqueries étaient écrites dans un français très anglicisé. Donc là, clairement, on avait des anglophones qui essayaient de monter des escroqueries en français, mais ça se voyait parce que c'était pas très bien fait. Et donc, il y a eu justement cette relation de dépendance là qui s'est installée entre les pairs, donc vraiment les personnes qui étaient assez avancées sur cette question-là, donc d'origine anglophone, alors qui parlaient anglais, et des acteurs locaux qui eux justement ont trouvé le moyen donc de se faire le relais pour naturellement rédiger les mails d'escroquerie, donc apporter vraiment cette dimension francophone là pour attaquer entre griffes le marché francophone. Et donc voilà comment globalement la cybercriminalité s'installe et prospère parce que justement on a un contexte social qui est favorable parce qu'il n'y a pas de texte de loi à cette époque-là. On est en 2000, autour de 2006. Il n'y a absolument aucun texte de loi. Les escroqueries sont traitées sur la base du Code pénal de 1981 et naturellement, en matière de droit pénal, il n'y a pas d'interprétation possible. Donc, ce qui n'est pas prévu dans la loi ne peut pas être réprimé. C'est vraiment aussi simple que ça. Donc, moi, je me rappelle qu'il y a, à cette époque-là, on interpellait donc vraiment des cybercriminels avec des éléments de preuve. Mais étant donné qu'il n'y avait pas justement des dispositions spécifiques à cette question dans le code pénal, euh, les magistrats étaient obligés parfois de donner des peines assez ridicules, parfois de 2, 3 mois sur des infractions très, très importantes. Donc voilà, globalement, ce qui a permis donc l'entrée de la cybercriminalité, on va dire vraiment la pénétration de la cybercriminalité. Et puis le contexte sociopolitique ivoirien a permis qu'il y ait une explosion de la cybercriminalité. Et puis naturellement, la cybercriminalité a été domestiquée et puis ramenée vraiment à un contexte très ivoirien avec le phénomène des booters. Donc à cette époque-là, la Côte d'Ivoire était extrêmement connue pour via ce concept-là de booter qui derrière a eu beaucoup de succès malheureusement. Donc globalement, ceci a eu pour effet donc d'écorner l'image de la Côte d'Ivoire, de fermer la Côte d'Ivoire sur des places pardon de marché numérique. Il y a quelques années, il était quasiment impossible de faire un compte Yahoo à partir de la Côte d'Ivoire parce que l'adresse IP était blacklistée, donc gros impact sur l'économie. Quoique les TIC n'avaient pas le même rayonnement qu'ils ont aujourd'hui, donc le même impact donc sur le PIB, il y avait déjà de grosses conséquences qui se faisaient ressentir. En termes d'investissement, la fréquentabilité du pays s'en est vu impacter également. Et puis, ouais, globalement, en termes d'accès à l'Internet, parce que l'État de Côte d'Ivoire avait également compris qu'il fallait mettre les bouchées doubles sur la question du numérique, donc favoriser l'accès au numérique. Et le fait qu'il y ait une cybercriminalité très galopante constituait un frein également à l'adoption des populations de, de, de ces outils numériques. Donc, en gros, il y avait des impacts tant au niveau social et sociétal, des impacts au niveau économique, naturellement, et puis voilà l'impact au niveau des relations internationales, parce que malheureusement, on était aussi à l'origine de beaucoup d'escroqueries, donc beaucoup d'infractions qui impactaient d'autres pays, qui commençaient un petit peu à nous regarder du mauvais œil. Donc voilà globalement les impacts
de la cybercriminalité et son origine. D'accord, ok. Donc face à ces éléments, face à ces conséquences, effectivement, tu as parlé de réponses, on va dire juridiques, hein, que l'État a pu apporter. Quelles ont été les autres, on va dire, premières réponses que l'État ivoirien a apportées face à cette cybercriminalité, typiquement sur le plan organisationnel, sur le plan structurel et sur le plan technologique, je peux dire ça comme ça. Voilà, l'originalité donc de l'approche ivoirienne, c'est que justement nous on a commencé à mettre des réponses organisationnelles plutôt que d'attendre le juridique, parce que ça c'est pas un secret, hein. Prendre des lois, enfin, légiférer sur ces questions-là, ça prend énormément de temps. Je pense que c'est un avis personnel. On est encore sur une approche très traditionnelle donc du droit, de ce qui doit être. Donc on était convaincu que si on devait attendre d'avoir des textes de loi, donc des dispositions en particulier de ce point de vue-là, on ne prendrait aucune action. Et pourtant, les conséquences étaient bien là et présentes. Alors, sous la houlette de la RTCI, donc il y a le régulateur de télécommunications TIC de Côte d'Ivoire, donc il a été initié la première réflexion donc au niveau de l'UIT. Il était question de mettre en place, d'organiser donc un forum régional. Donc le premier forum régional sur la cybersécurité a été organisé en Côte d'Ivoire à Yamoussoukro autour de l'année vers la fin de l'année 2008. Et donc l'une des recommandations fortes de cette conférence régionale là était la mise en place donc d'équipes de réponse aux incidents de sécurité informatique dans tous les pays donc de la région globale. Et c'est justement fort de ces recommandations-là que la RTCI a initié, donc de son propre chef, de mettre en place cette équipe de réponse-là au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc on a créé en 2009 un CERT qui était en vérité une petite équipe de juste quelques agents qui avaient des connaissances en télécommunication, parce qu'il n'y avait quasiment aucune spécialisation en matière de cybercriminalité. Et justement, on a réussi à faire monter en compétence ces personnes-là qui étaient dans le centre depuis 2009, donc dont le rôle était essentiellement d'apporter une réponse opérationnelle sur le terrain. Pour vous dire, en 2009-2010, on avait vraiment des civils donc de la RTCI, ceux qui étaient dans le CERF, qui étaient en fait des enquêteurs, qui jouaient le rôle officieux donc d'enquêteurs sur le terrain, à l'effet donc d'identifier les acteurs, de réunir les éléments de preuve, et puis de permettre à la police, qui était à ce moment-là complètement démunie en termes de compréhension de la criminalité numérique, donc d'interpeller les cybercriminels, donc les brouteurs à cette époque. Donc ça, c'est vraiment la première réponse la plus forte. Et de cette réponse-là a suivi beaucoup d'autres organisationnels. Donc on s'est rendu compte qu'en fait, entre 2009 et 2010, on était vraiment coincés parce que nous, on était agents civils. Donc on n'a pas prérogative pour connaître des instructions judiciaires. On avait des forces de police qui avaient pour elles la force publique, donc la légitimité de le faire, mais qui étaient complètement démunies en termes de connaissances, en termes de compétences sur ces questions. Donc, on a trouvé justement qu'il était important d'unir nos forces pour qu'on puisse justement régler les questions de nos insuffisances et les compléter avec les forces des autres. Donc, ce qui a conduit à la création de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, qui du reste est un modèle assez original, qui intègre pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire des forces de police et des agents civils dans une même plateforme, dans vraiment un travail au quotidien. Donc ça a été vraiment le point culminant donc de l'action de l'État en matière de lutte contre la cybercriminalité. Et les résultats que cette plateforme a pu obtenir parlent d'eux-mêmes depuis 2011. Il y a vraiment de très bons résultats qui ont été obtenus. Et c'est justement à la faveur de toutes ces actions-là qui ont été menées de manière opérationnelle par la RTCI qu'on a été en mesure donc de faire bouger les lignes pour adopter les textes de loi à partir de 2013. Hmm. Voilà. Donc globalement, c'est vraiment les premières réponses, c'était celles-ci. D'accord, d'accord. Donc je pense qu'on a rapidement fait effectivement l'état des lieux, on a parlé un peu des origines. J'aimerais revenir sur l'un des points donc, de ton rapport, l'analyse critique des moyens et dispositifs actuels. Donc est-ce que tu peux peut-être revenir sur deux, trois points de l'analyse que tu fais, l'analyse critique que tu fais des moyens dispositifs actuels de cybersécurité, de lutte contre la cybercriminalité en Côte d'Ivoire. Bien évidemment, on reviendra après sur les propositions que tu fais, mais déjà l'analyse que tu fais des moyens. Bien sûr, l'analyse que je fais des moyens qui sont mis en œuvre, c'est une analyse que j'ai voulu assez détachée et indépendante, et justement qu'on puisse regarder avec un peu plus de lucidité et de recul ce qui est fait et ce qui est fait euh, et ce qui n'est pas suffisamment fait. Voilà. Donc, on va se rendre compte, par exemple, qu'en termes de connaissance de la menace, donc pour ceux qui sont dans le domaine de la sécurité, il y a un adage qui est assez célèbre:
on ne protège ou alors on ne sécurise que ce qu'on connaît, que ce qu'on maîtrise. Donc, malheureusement, aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez les aspects liés aux statistiques sur la cybercriminalité, vous allez avoir naturellement des chiffres qui sont présentés par la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Mais on découvre également qu'il y a d'autres acteurs qui ont qui vont collecter des données, qui vont traiter des questions liées à la cybercriminalité. C'est notamment la direction de la police économique et financière qui naturellement est saisie dans les cas où il y a des infractions, par exemple, qui touchent le secteur bancaire. Parce que justement, il y a des obligations statutaires pour les établissements financiers et bancaires qui les obligent en fait de faire cette déclaration-là quand il y a des incidents. Et donc, la direction de la police économique va traiter un grand nombre donc, d'infractions liées à la cybercriminalité qui a trait aux institutions bancaires, par exemple. Et très souvent, quand il y a des infractions pour lesquelles les préjudices financiers sont énormes, plutôt que d'aller vers la PLCC ou d'aller vers d'autres organes, ces organisations-là préfèrent se référer à la direction de la police économique parce que justement, elle a un vécu, elle a une histoire donc d'efficacité sur les questions de crimes financiers, donc criminalité économique. Vous avez également ceux qui vont venir directement auprès de la PLCC donc pour déposer des plaintes. On a donc une vue qui est assez partagée donc du vrai état des lieux de la cybercriminalité. Donc, moi, j'ai également constaté que d'un côté, on va avoir des chiffres et des statistiques, de l'autre côté, on en aura. Et donc, chacun va prêcher pour sa paroisse, de dire que la cybercriminalité, ça représente ça. Donc, en vérité, vous aurez aujourd'hui une vision de la PLCC de la cybercriminalité, une vision de la police économique de la cybercriminalité, une vision éventuellement de la gendarmerie en matière de cybercriminalité, et ce qui justement ne permet pas d'avoir une vraie visibilité à 360 degrés du phénomène. C'est vraiment sur ce qu'on appelle la criminalité légale. Donc, la criminalité légale, c'est toute la portion donc de criminalité qui est déclarée aux autorités policières. Et de l'autre côté, moi j'ai un background donc en criminologie, donc justement j'ai appuyé fortement sur ce background en criminologie là pour aborder ces concepts-là. Vous avez le concept du chiffre noir de la cybercriminalité. Le chiffre noir, c'est l'ensemble des crimes qui ne sont ni reportés ni portés à la connaissance donc des autorités légales officielles. Et ce chiffre noir là est extrêmement important parce que justement combien de personnes reçoivent des mails de phishing, combien de personnes reçoivent des tentatives d'escroquerie qui ne vont pas les déclarer parce que justement il n'y a pas eu de préjudice. Dans la dimension dans laquelle on est, il faut se référer seulement aux autorités légales quand on a un préjudice et qu'on recherche une compensation quelque part. Donc soit rechercher à identifier les acteurs. Donc toutes les personnes qui ne rentrent pas dans ce canevas-là ne vont pas déclarer et justement ça ne nous donne pas toute la grande portion de cybercrimes qui sont opérés mais qui ne sont pas reportés. Ça, c'est le premier point. Et l'un des points qui favorise cet état des faits, c'est justement les moyens de signalement. Aujourd'hui, pour faire une plainte, il faut se déplacer, il faut aller à la PLCC. Donc, si on habite Korogo, vous imaginez que Korogo, c'est dans le nord du pays, c'est autour de 500, 600 kilomètres d'Abidjan. Donc, naturellement, je ne ferai pas 1200 kilomètres pour venir faire une plainte qui va peut-être jamais aboutir à quoi que ce soit. Donc, on a justement une grande portion de la population qui ne va pas déclarer ces faits-là. On a aussi le fait que dans le secteur des entreprises, dans le secteur privé, on va être victime de crimes, mais pour éviter justement de judiciariser, parce que l'objectif, c'est de protéger son idée son image de marque, on ne va pas déclarer ces crimes-là. Donc, c'est vraiment un des gros points que je mets en lumière par rapport aux moyens qui sont mis en place. Ensuite, on a vraiment la question de la gouvernance, de la cybersécurité, voilà, de la lutte contre la cybercriminalité en Côte d'Ivoire. C'est comme je le mentionnais, c'est pas extrêmement précis. Donc, on n'a pas de texte aujourd'hui qui donne de manière très claire les restrictions par rapport au champ de compétences de la gendarmerie, de la police, etc. Donc, on voit parfois que pour la même enquête, on va retrouver un pan au niveau de la PLCC et il y a peut-être un autre pan qui est traité au niveau de la police économique. Il y a peut-être une déclaration d'incident qui est faite au CICERT. Donc, parfois, on travaille tous les trois ou tous les quatre sur les mêmes sujets sans que l'un ou l'autre ne soit informé parce que justement, il y a ce problème de gouvernance là. Et puis, alors, un autre point également important, c'est justement l'absence de politique criminelle nationale en matière de cybercriminalité. Oui, on a une politique, on a une stratégie de cybersécurité, mais il manque une politique criminelle en matière de lutte contre la cybercriminalité, comme on peut le voir hein, pour la lutte contre la drogue, etc. Alors, le gros paradoxe qu'on a sur ça, c'est que la cybercriminalité aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, elle est plus ou moins à un niveau d'impact économique sensiblement proche de ce que la drogue, hein, le commerce illégal des stupéfiants peut rapporter. Mais pour ces questions traditionnelles, là, on a vraiment une politique criminelle bien détaillée, bien comprise, ce qui n'est pas le cas forcément pour la cybercriminalité.
Donc voilà globalement, et le dernier point sur lequel il est important de revenir également, c'est celui qui a trait à l'implication donc de toutes les forces vives. Traditionnellement, lutter contre la criminalité était du ressort exclusif de la police, naturellement. Puis moi, éventuellement, les communautés de quartier qui dressaient éventuellement des barrages et tout le reste, ce qu'on peut voir dans certains pays. Mais aujourd'hui, il faut changer de paradigme et revoir la façon, donc l'approche de gestion de la sécurité pour intégrer les FAI. Parce que globalement, ce sont eux qui sont vraiment le plus gros boulot d'étranglement quand il est question donc de rechercher des preuves, d'identifier les acteurs. Ceux-ci ne sont pas suffisamment impliqués, donc ils ont vraiment juste un rôle passif dans lequel on va les contacter, leur faire des injonctions. Donc ils sont vraiment dans le entre-griffes le minimum syndical. C'est juste répondre, on me demande telle chose, j'y réponds. Alors que justement, on devrait leur donner une part plus active de manière proactive. Donc voilà quelques points donc Mm. d'analyse des Ouais, moyens qui sont mis en place. d'accord. Bah, écoute, bien évidemment, après cette analyse, tu as fait des propositions et donc tu as fait au total 10 propositions qui sont regroupées en trois axes. Donc l'axe 1, mieux cerner les contours de la cybercriminalité. L'axe 2, c'est fédérer les efforts et engager tous les acteurs clés. Et le dernier axe, c'est structurer la riposte et rationaliser les ressources. Je vais te laisser peut-être revenir sur trois propositions, donc trois propositions au choix, donc que tu peut-être essayer de nous expliquer. Il y Ouais. a une proposition qui nous est revenue, donc c'est définir dans la proposition 3 de l'axe 1, définir un référentiel taxonomique des cybercrimes. La proposition 7 de l'axe 2, donc c'est quelque chose aussi qui a été remonté par les membres de la communauté, c'est initier les Mhm. acteurs des services d'application de la loi à la lutte contre la cybercriminalité. Je pense que tu viens d'en parler. Et la dernière proposition, développer une stratégie nationale de lutte contre la cybercriminalité. Donc, je sais pas si tu peux Oui, peut-être revenir brièvement là-dessus. Rapidement, donc ce sont les sessions de 30 minutes, donc on vous avait promis 30 minutes. Avec la permission de notre invité, donc de Vladimir, on va peut-être déborder de 5 à 10 petites minutes. Donc dès à présent, donc vous pouvez déjà lever la main pour prendre la parole, pour poser vos questions. Donc je vais laisser le speaker, donc Vladimir, répondre à cette question-là sur les propositions, sur ces trois propositions. Et vous avez juste un petit bouton en bas pour lever la main, pour prendre la parole et donner vos avis et poser vos questions aussi. Voilà. Donc je vais te laisser répondre Vladimir. Ensuite après on prendra Dr Yassine pour sa question. merci Amadou. Donc très rapidement sur les propositions qui sont faites. Tout d'abord la proposition 2 de l'action. C'est aujourd'hui on est selon les chiffres de la RTCI autour d'un taux de pénétration du mobile qui est de l'ordre des 165%. Donc c'est vraiment un taux donc de pénétration qui est extrêmement important. Donc le mobile a une place centrale aujourd'hui dans la vie des populations. Et justement, si on a envie que les signalements soient plus nombreux, il faut faciliter l'accès donc à ces plateformes de signalement. Pour l'instant, comme je le mentionnais, les seuls moyens de signaler, c'est faire une plainte, c'est faire un message sur Facebook, par exemple, ce qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. Donc, la proposition, justement, qui est faite, c'est celle de créer des applications, donc des services web ou alors des services de plateforme mobile, de sorte à ce que la grand-mère qui est dans le fond là-bas du pays puisse justement utiliser son mobile via des moyens technologiques qui existent. Hein. On a vraiment plusieurs possibilités. On a des startups qui sont assez créatives, qui peuvent aider à développer des moyens pour faciliter les signalements et donc, ce qui permettrait d'avoir une remontée assez fidèle, plus ou moins, donc de la vraie réalité du terrain, et donc du ressenti des populations. Donc ça, c'est la première proposition. Ils permettent aussi aux gens de faire des plaintes en ligne. Parce que là, aujourd'hui, pour faire une plainte, il faut se déplacer, il faut faire vraiment il y a beaucoup de tracasseries administratives, ce qui ne favorise pas justement le dépôt des plaintes. Donc, on pourrait également, sur la base des récents développements en termes de digitalisation donc de l'identité, etc., permettre aux populations de faire des plaintes numériques. L'autre axe, c'est justement initier des acteurs de services d'application de la loi à la lutte contre la cybercriminalité dans les écoles dans les différentes écoles de formation. Aujourd'hui, nous, on a en Côte d'Ivoire, donc un pôle pénal économique et financier qui a été mis en place, mais là-dedans, on n'a pas de pôle spécialisé sur la cybercriminalité. Donc, comme je le disais, hormis ce pôle-là, les autres magistrats, vraiment pour rester respectueux, ils sont un petit peu largués sur les questions liées au numérique. Donc, parfois, on va leur apporter tous les éléments, faire l'ensemble du travail, mais c'est très compliqué pour un magistrat quand il a du mal déjà à comprendre c'est quoi une adresse IP dynamique, une adresse IP statique. C'est très compliqué d'aller plus loin dans des dossiers qui vont apporter des complications techniques assez poussées. Donc la proposition, c'est justement d'intégrer dans les cursus de formation, dès l'école de police, dès l'école de gendarmerie, dès l'école de la magistrature, justement pour les greffiers, les magistrats et tout, des modules de formation spécifiques à l'initiation à la cybercriminalité. C'est vraiment des choses qui sont assez répandues dans certains pays. On a même des pôles spécialisés sur la cybercriminalité, donc des magistrats spécialistes en cyberinvestigation
qui ne sont du reste pas des spécialistes donc de l'investigation numérique, mais qui ont une bonne compréhension de ces questions-là, à l'effet donc de porter des jugements les plus justes et les plus corrects quand il y a des affaires. On a aussi la police, la gendarmerie. Là, ces derniers temps avec la DITT, bon, et la gendarmerie aussi qui est en train de monter progressivement en compétences. Mais on est plus sur des personnes qui vont faire 2, 3 ans de formation à l'école de gendarmerie, qui vont sortir et que très longtemps après, on va mettre sur le terrain et leur donner des rudiments. Donc l'idéal, c'est vraiment ça, c'est très sélectif. L'idéal serait qu'on intègre ces modules de formation dès l'école pour qu'autant on apprend le code pénal, le droit pénal, qu'on apprenne également tout ce qui a trait au numérique, l'usage de TIC, l'usage des moyens nouveaux pour l'investigation, etc. Et le dernier point qui a trait à la structuration de la riposte et la rationalisation des ressources, c'est justement on a des ressources qui sont très limitées, donc on n'a pas les budgets énormes comme des pays comme les États-Unis, et le fait qu'on n'ait pas justement une gouvernance très claire et donc une vision globale fait qu'on a une sorte de perdition des ressources. Donc du côté de la RTCI, on fera des choses, donc du côté du CERF, la police fera des choses de son côté, la gendarmerie en fera de son côté, et au final, on a parfois sur des mêmes projets, sur des mêmes actions, de nombreuses ressources qui sont engagées quand on sait que nos ressources ne sont pas suffisantes pour couvrir tous nos besoins en matière de lutte contre la cybercriminalité. Donc l'idée, c'est vraiment de faire une vraie stratégie qui va définir les axes, définir les responsabilités, les objectifs attendus et également les métriques donc d'évaluation du rendement de ces politiques-là. Parce que pour l'instant, ça n'existe pas. On est vraiment dans des réactions très ad hoc où on fait des choses par poussée. Et la conséquence de ça, c'est que justement, on reste attaché sur ce qui est visible et ce qui fait voir, c'est-à-dire le cyber-escroc, donc le brouteur qu'on a interpellé, alors que derrière, on a une vraie cybercriminalité technique qui est en train de monter, donc bien organisée, qui est en train de monter. Et on a aujourd'hui des groupes très organisés de de ransomware, des groupes de ransomware de ce type, qui sont justement implantés en Côte d'Ivoire. Très récemment, on apprenait que un des cerveaux du groupe Opéra Premier a été interpellé en Côte d'Ivoire. C'est vous dire le niveau de menace auquel on fait face. D'accord, d'accord. Bah, écoute, merci encore à toi, Vladimir. Merci pour ces précisions et pour ton intervention. Je crois que c'était très clair. Je te remercie pour ce partage. Avec ta permission, on va prendre deux questions. Je vais vous donner la parole, monsieur, Dr Yacinthe. Donc, je crois que Dr Yacinthe, je crois que c'est sa 20e session. Hein. Très heureux de te Tout recevoir à à fait. nouveau et Merci. qui est aussi intervenu sur nos sessions un et samedi. Donc, toutes les sessions sont enregistrées et disponibles sur la page YouTube de Cybercafé. Donc, Dr Yacinthe, typiquement, à son intervention sur le site, sur YouTube, et Vladimir aussi également, cette session enregistrée sera disponible. Donc, je vais vous donner la parole, demande de prendre une question, s'il vous plaît, ou sinon, voilà, une question, si possible, pour Vladimir, et on pourra terminer la session. Donc, docteur, on vous écoute. Mais ok, merci. Merci à toi, Esper Amadou, et merci à l'Esper Vladimir donc pour cette belle action, pour ce beau rapport. Je pense qu'il est un élément assez important. Donc, bravo encore une fois. Et la question, justement, c'est juste un rebond sur son dernier point, notamment sur la proposition 10 qui est de développer une stratégie nationale de lutte contre la cybercriminalité. Effectivement, quand je fais un petit tour sur le site du C7, je me rends compte qu'il existe une stratégie nationale de cybersécurité donc pour 2021 à 2025 et qui est encore en fait à une version draft. Bon, je ne sais pas s'il existe une version définitive, mais la question, je note bien le point, il s'agit bien de lutte, voilà, je dis introduire l'aspect lutte contre la cybercriminalité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui explique vraiment cette, on va dire, cette lenteur, je vais quand même le dire en fait, en guillemets, pour que justement dans la prise en compte ou dans la mise en œuvre des lois, je veux dire, parce que comme vous l'avez si bien dit, il y a vraiment un gap entre les lois et les actions qui se passent parce qu'on est dans l'opérationnel, mais on se rend compte que les choses ne suivent pas. Pour vous, en fait, qu'est-ce qui explique, on va dire, cette façon de faire là, justement? Merci. Merci, docteur Yacine. C'est une question, ça c'est à la limite une colle. C'est une question qui Pas implique du tout. beaucoup de, qui implique beaucoup de choses. Alors, par rapport à la stratégie, justement, on a une stratégie qui est adoptée depuis, qui a été adoptée, qui est publiée sur le site du ministère enfin, l'ancien ministère de l'économie numérique et aujourd'hui le ministère de la digitalisation et de la transformation digitale, pardon. Donc la stratégie, elle est adoptée. C'est vrai que moi j'ai eu la chance de travailler sur le projet depuis 2015. Là, le texte a été proposé depuis 2015 et il a été adopté en 2021.
Bon, après, pourquoi est-ce que ça met autant de temps? Je ne saurais pas vous dire. Il y a certainement toutes les contingences liées aux aspects politiques, aux réorganisations. Parce que quand même, en 4-5 ans, on a changé 3 ou 4 fois de ministre dans le secteur de l'économie numérique. Donc, vous comprenez que c'est un peu délicat chaque fois qu'il faut faire repartir le projet, le réexpliquer, le réanalyser au fur et à mesure. Et dans ce domaine-là, quand on a un texte qui est proposé, au bout de 6 mois, on peut considérer qu'il est déjà caduque. Et quand nous, on a des stratégies qui ont été proposées en 2015, mais qui sont adoptées en 2021, vous comprenez que la difficulté, elle est peut-être à regarder au niveau, donc, au très haut niveau. C'est vraiment au très haut niveau qu'on puisse avoir des mécanismes nouveaux, donc un changement de paradigme, qui permet en fait d'avoir un peu plus de réactivité. Donc, pour revenir sur les textes de loi, comme vous le mentionnez à juste titre, on a un processus qui est assez long, donc le texte doit être élaboré, il doit passer en Conseil des ministres, ensuite passer dans les différentes chambres à l'Assemblée nationale et tout le reste. Donc c'est un long processus. Et justement, sur ces questions très techniques-là, on a besoin d'avoir des retours de personnes qui sont aguerries sur les questions. Malheureusement, aujourd'hui, je peux vous assurer que c'est pas encore le cas, surtout dans les différentes chambres des personnes qui analysent ces textes au niveau de l'Assemblée nationale. On n'a pas encore véritablement des personnes au haut niveau qui sont à même donc de bien comprendre ces questions-là. Et puis, il y a aussi globalement le fait que les gens n'ont pas forcément la même sensibilité que nous qui sommes opérationnels avant sur les questions du numérique. Donc, je dirais que ça, c'est vraiment des agendas politiques qui font qu'en fait, très souvent, on va avoir des délais qui sont extrêmement longs, alors que nous qui sommes sur le terrain, nous rendons compte de l'urgence de prendre en compte ces textes-là. Et puis peut-être que les choses vont changer, mais on serait heureux d'avoir des textes qui peuvent être adoptés, on va dire, dans les 3-6 mois après leur proposition, ce qui n'est pas forcément le cas pour l'instant. Bon, après ça, c'est vraiment l'organisation même du fonctionnement du gouvernement. Je ne suis pas légitime pour en parler parce que je ne sais pas comment ça se passe vraiment à leur niveau. Mais ce que je peux dire, c'est que nous le ressentons. Il y a un décalage entre la volonté d'aller très vite, parce que dans le numérique, c'est très dynamique, on a besoin de répondre et de réagir très vite. Mais il y a aussi des contingences qui sont liées à l'action gouvernementale qu'il faut prendre en compte. Donc, l'idéal, ce serait que justement ces parties-là puissent intégrer aussi nos besoins entre griffes et qu'on ait vraiment de véritables ponts pour avoir des discussions opérationnelles comme celle-ci. Et puis, justement, des rapports. Il faut aussi que le décisionnel ait des rapports, des éléments pour comprendre certainement certaines choses, d'où la démarche que j'ai faite, donc d'élaborer ce rapport, qui, je l'espère, arrivera dans les oreilles des décisionnaires. Merci beaucoup. Merci pour la... Merci Vladimir pour ces réponses. Mohamed, je sais pas si tu as une question. Oui, Euh, oui. Bonjour à tous et merci Vladimir pour ce beau rapport et tout. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur les actions menées contre la cybercriminalité en Côte d'Ivoire. J'avais juste un aspect plus sur la partie coopération sous-régionale. Aujourd'hui, ma question est quelles sont les actions aujourd'hui, étant donné que vous travaillez un peu dans le domaine et puis vous êtes au pays, quelles sont les actions menées contre la cybercriminalité sur le plan de la coopération entre les différents pays, les pays voisins enfin, de frères de la Côte d'Ivoire? Est-ce que il y a des actions qui sont menées pour lutter contre la cybercriminalité? Merci beaucoup. Merci. Merci pour la question. Alors, de manière, je vais peut-être essayer d'aller sur vraiment des aspects très opérationnels pratiques. Donc, de manière pratique et opérationnelle, oui, il y a beaucoup d'échanges. Bon, moi, je prends déjà le cas du CERT. Donc, naturellement, on a de très beaux échanges avec la plupart des CERT nationaux donc, de la région. Donc, au Bénin, etc., on a de très bons rapports. Au niveau de la police également, il y a beaucoup de connexions qui se sont faites de manière parfois informelle et parfois dans le cadre donc d'actions d'Interpol. Voilà. Au niveau juridique, enfin, vraiment le gros problème, c'est que, je vais vous donner un exemple, c'est que la convention de Malabo, donc qui est celle qui a trait à la lutte contre la cybercriminalité, à la cybersécurité et lutte contre la cybercriminalité au niveau régional, n'a atteint que n'a atteint le seuil critique que cette année. Donc, on attendait 15 ratifications pour que la convention soit effective. C'est une convention qui date de 2014. Donc, les pays africains eux-mêmes ont décidé de signer une convention pour lutter pour renforcer la cybersécurité, lutter contre la cybercriminalité. Mais 9 ans plus tard, on se retrouve justement à avoir seulement les 15 signataires pour que la convention devienne applicable, donc effective. Donc c'est dire qu'au très haut niveau, comme je le mentionnais, il y a un véritable problème qu'il faut traiter. On a beaucoup de pays africains qui vont plus vers la convention de Budapest parce que cette convention répond peut-être un peu plus à leurs besoins. Et donc vraiment au niveau régional, on a très peu de dispositions pour l'instant. Bon là, on a la convention qui est rentrée en vigueur,
ce qui permet aujourd'hui donc d'avoir des mécanismes donc de coopération directe, notamment coopération policière et coopération judiciaire. Donc c'est maintenant que des mécanismes opérationnels vont être mis en œuvre en se basant sur la convention de Malabo. Donc hormis ça, il y a Interpol qui est aujourd'hui un rôle assez central. On a également Afripol, je pense. Donc tous les services de police d'Afrique essaient de se regrouper. Mais on va dire que globalement, sur les actions que moi j'ai pu voir, parce que je prends des réserves par rapport à ça, les actions qui ont porté du fruit par rapport à la lutte contre la cybercriminalité ont été réalisées sous la conduite d'Interpol, globalement. Mais il n'empêche qu'il y a des connexions entre les différents services de police gendarmerie à l'effet de partager de l'information, mais pas au niveau qu'on est en mesure d'attendre en termes de coopération entre Africains. Ok, merci beaucoup. C'est bon pour moi. On va prendre la dernière question, si tu permets, Vladimir, de Nouroudine. Volontiers. Nouroudine, on vous écoute. Oui, merci. Merci bien. Bonjour à tous. Alors, en tout cas, moi, je te remercie vraiment, Vladimir, pour ce travail. Par contre, moi, j'avais juste une préoccupation qui peut se scinder en deux parties. D'abord, la première partie, c'est le positionnement aujourd'hui des différentes structures qui interviennent dans le cadre de la cybercriminalité, cybersécurité. Notamment, je vois plus le CISR. En fait, je voulais voir le positionnement du CISR par rapport à l'ARTCI. Étant, j'imagine, une sous-structure de la RTCI. Est-ce que ce positionnement-là n'est pas en soi une difficulté aussi dans la gestion dans le cadre, on va dire, législatif de la cybersécurité, cybercriminalité en Côte d'Ivoire? Déjà, ça, c'est la première question. Ensuite, la seconde question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on a des mécanismes qui sont mis en place pour, pour intégrer les acteurs du secteur public et privé, c'est-à-dire les entreprises, c'est-à-dire est-ce qu'on a un cadre législatif aujourd'hui qui impose à certains acteurs euh, un certain nombre d'actions ou en tout cas qui les impose de façon législative de prendre en compte les aspects de cybercriminalité en interne? Merci pour la question, enfin pour les questions, je vais essayer de faire très rapidement. Donc sur le positionnement du CICERT, oui, le CICERT est une direction aujourd'hui de la RTCI et je vous donnerai mon avis personnel. Est-ce qu'aujourd'hui le fait que le CICERT soit au sein de la RTCI, c'est un frein à son action? Je ne pense pas du tout parce que justement de manière opérationnelle, beaucoup de résultats ont été possibles du fait de ce positionnement, parce qu'il y a justement une certaine viabilité du point de vue de la disponibilité des ressources, du point de vue de l'investissement, etc. Je vous donne un exemple simple. Il y a quelques années, on est dans l'approche de la création d'une ANSSI. C'est ce que tout le monde appelle le CFE, on veut créer une ANSSI. Mais pour avoir discuté avec des personnes dans certains pays qui ont des ANSSI, ils reconnaissent tous que le modèle ivoirien, il permet d'être un peu plus flexible dans la mesure où on a ces organes-là qui sont reliés au sein d'un même pôle et qui peuvent, moi par exemple, je suis en mesure de parler avec l'autorité de protection des données à caractère personnel juste en descendant les marches de mon bureau et j'ai accès aux responsables qui s'en occupent. Alors que dans d'autres pays, vous voyez, on a une CNIL qui est d'un côté, on a l'ANSSI d'un côté, et donc c'est ce qui crée une grosse lourdeur par rapport à l'action qu'il faut. Donc pour revenir, pour résumer mon propos, c'est que le positionnement du CERT aujourd'hui n'est pas le problème. Le problème, c'est justement le leadership au haut niveau qui devrait permettre justement de mettre en œuvre les dispositions légales qui sont prévues pour embrayer sur votre seconde question. Il y a un texte qui est relatif à l'adoption d'un référentiel général de sécurité des systèmes d'information. Donc, c'est une exigence pour les entreprises, qu'elles soient privées ou publiques. Nous avons également une politique de sécurité des systèmes d'information pour l'État, qui a été déjà adoptée. Et nous avons un plan de protection des infrastructures critiques, donc qui définit les exigences qui sont liées aux infrastructures critiques, celles qu'elles doivent mettre en œuvre. Donc, pour vous dire qu'on a un arsenal qui est plus ou moins établi, la question aujourd'hui, c'est vraiment celle donc de fournir les moyens et qu'au plus haut niveau, nous puissions avoir ce leadership-là et ce lobbying-là qui permettra en fait d'implémenter de manière effective toutes ces différentes dispositions qui, du reste, permettent dès aujourd'hui d'avoir quelques éléments de réponse, mais on devrait aller plus loin et puis affirmer de manière un peu plus claire la volonté de la Côte d'Ivoire donc de faire de notre cyberespace un endroit sûr, plus porteur de développement.
Bah, écoute, merci Vladimir, merci à Dr Yassine, Nourdine et Mohamed pour vos questions. Donc très heureux d'avoir animé cette 33e session live audio LinkedIn organisée par Cybercafé. Donc pour ceux qui assistent à leur première session, donc c'est Cybercafé, c'est un média qui réunit la communauté de professionnels et de passionnés de numérique pour partager et apprendre autour du numérique. Donc on a été très heureux de te recevoir. Je vais te laisser le mot de fin en nous disant rapidement donc c'est quoi la prochaine étape à la publication de ce rapport. Et puis on pourra mettre fin à cette session. Donc pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, comme je l'ai dit, la session elle est disponible sur YouTube. Si vous avez des thèmes ou si vous-même vous souhaitez intervenir en tant que speaker, n'hésitez pas à nous écrire. On pourra le programmer et rendez-vous samedi prochain. Donc, n'hésitez pas à télécharger le rapport de Vladimir sur sa plateforme actu.ci. Et puis voilà, donc rapidement, Vladimir, c'est quoi la prochaine étape? Et on pourra mettre fin à cette session. Merci Amadou. Déjà, dire merci pour l'honneur, hein, puis surtout merci pour le partage, le relais que Cybercafé a fait de mon rapport. C'est très plaisant d'avoir ces échanges-là. Moi, j'aurais pu parler comme ça 5-6 heures hein, de cette question, sans problème. Voilà, je suis très content d'avoir participé à cette session. Et naturellement, ce qui vient en termes de perspective après ce premier rapport, c'est un autre rapport, d'autres rapports qui vont venir certainement, mais surtout un livre que je suis en train d'écrire, un livre sur la cybersécurité en Afrique. Donc vraiment quelque chose qui va aborder de manière très transversale toutes ces questions-là. Et donc justement à la faveur de la rédaction de ce livre-là, je serais très heureux de pouvoir m'appuyer sur des experts hein, africains qui sont un petit peu partout, qu'on puisse avoir des échanges, des discussions pour me donner un petit peu de grain à moudre pour ce prochain projet-là. Au-delà de ça, j'ai justement le média actu.ci qui est disponible, dans lequel je vais essayer de publier du contenu un peu plus régulièrement. Et puis, je reste tout à fait disponible pour des questions, pour poursuivre la discussion. N'hésitez pas à me connecter sur LinkedIn et puis on pourra en discuter. Et puis, au plaisir de revenir. Hein, si Cybercafé m'invite à nouveau, écoute, je reviendrai avec beaucoup de joie. Avec plaisir. On sera honoré. Bah écoute, merci encore Vladimir. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous samedi prochain, c'est sûr et certain, à 9h GMT, 9h heure d'Adjamé et Williamsville, pour être plus précis. 10h de Paris et 10h Douala. Donc, merci encore à toutes et à tous d'avoir assisté à cette session. Donc, rendez-vous samedi prochain pour la 34e session. Et je pense qu'on se rapproche de plus en plus des 100 sessions live audio LinkedIn. Merci, portez-vous bien. Bon week-end à toutes et à tous. Et profitez du week-end. Merci. Merci Vladimir. Allez, Merci. Au revoir.